Bonjour et bienvenue. Le séminaire de ce matin de la règle du jeu est consacré à un sujet d'actualité très chaude puisqu'il s'agit de la révolution syrienne dont vous savez comme moi qu'elle a fait jusqu'à présent, la répression a fait plus de 10 000 victimes officielles et on pense sans doute qu'on doit atteindre les 15 ou 16 000 morts et des centaines de milliers de blessés, des disparus, des gens mutilés à vie, etc. On en est au 13e mois quasiment de cette insurrection et nombre d'observateurs se demandent comment cette révolution va se terminer, un échec total ou une victoire et quel type de victoire. Alors, un des enjeux, comme le dit l'intitulé de l'invitation, est celui des minorités, des composantes minoritaires de la société syrienne, car vous le savez comme moi, la Syrie est une mosaïque ethnique et religieuse. Je n'entrerai pas moi dans le détail, nos amis intervenants le feront. Comment vont se comporter, comment vont se comporter les minorités qui composent ce pays, si tant est que ce sont des minorités et une majorité, ça aussi ça peut peut-être se discuter. Il est clair que l'opposition officielle, notamment le Conseil national syrien, prend peu en compte cette dimension. Nombre de voix nous viennent de Syrie, des voix chez les chrétiens dans leurs différentes composantes, pour nous dire qu'elles se sentent menacées et qu'elles n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir un visa et de quitter le pays. Ce qui, du côté chrétien, rendrait encore plus aiguë la crise que connaissent les chrétiens du Moyen-Orient. Il n'y en a plus en Irak. Ils sont maltraités en Égypte. Et il est manifeste que le printemps arabe, aujourd'hui, porte des coups aux minorités chrétiennes, ce qui n'est pas admissible, surtout lorsqu'on envisage une révolution dont l'issue devrait être démocratique. Donc, je vais passer la parole à Alexis Lacroix, qui va présenter les invités, et nous parlerons donc de cet enjeu des minorités dans le processus révolutionnaire, avec nos invités qui représentent bien ces catégories. Merci beaucoup Bernard. Donc évidemment c'est une grille d'entrée pour comprendre cette révolution syrienne et sa répression, cette révolution trahie comme aurait dit Trotsky. Mais immédiatement je vais présenter effectivement nos invités d'aujourd'hui. Des invités, c'est un panel composite là que nous avons organisé aujourd'hui à la règle du jeu avec Bernard Chalcha, puisqu'il rassemble des membres de l'opposition syrienne, des intellectuels et aussi des experts français, comme on dit. Mais vous n'êtes pas que expert d'ailleurs, cher Bernard Guetta. Bienvenue à la règle du jeu. Vous êtes d'abord un journaliste, un écrivain, un essayiste. Vous venez de publier un livre passionnant d'ailleurs qui s'appelle L'an 1 des révolutions arabes. Et par ailleurs, vous êtes éditorialiste à Libération et à France Inter. On vous retrouve donc hebdomadairement dans Libération et tous les jours sur France Inter. Voilà, Pierre Asner, vous êtes aussi expert. Je commence par les experts et après on va entrer dans le détail justement des révolutionnaires syriens. Donc Pierre Asner, vous êtes expert. C'est vrai en géopolitique, en relations internationales. Vous avez été l'élève de Raymond Aron, on y reviendra peut-être d'ailleurs au cours de ce séminaire. Pourquoi pas, Raymond Aron a aussi sa place pour le décryptage de la révolution syrienne. Et vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po. Par ailleurs, donc, nous avons la joie et le plaisir de recevoir Randa Kassis, qui est une intellectuelle, une écrivaine syrienne, une écrivain, je ne sais pas comment on dit, syrienne. Je sais que vous travaillez à un livre, vous nous en direz peut-être un peu plus tout à l'heure lorsqu'on aura largement épuisé les sujets politiques qui nous rassemblent aujourd'hui. Mimi Abdo, bonjour. Vous êtes membre du Rassemblement pour la démocratie au Liban. Et donc c'est à ce titre aussi que vous allez intervenir dans notre séminaire d'aujourd'hui. Et enfin, Monsieur Khalid Issa, bonjour. Vous êtes journaliste, un journaliste syrien et engagé aussi dans l'opposition
au régime homicide de Bachar el-Assad. Alors c'est vrai que c'est la difficulté du jour, c'est d'en faire commencer l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre d'entre vous qui doit se jeter à l'eau. Et je vais proposer quand même à Mimi Abdo, si elle veut bien, de nous dire en quelques minutes justement comment, d'après elle, s'articule cet enjeu des minorités face à la répression grandissante organisée par Bachar el-Assad malgré toutes ces dénégations. C'est bon? Donc, bon, bonjour. Voilà, je suis prise de court parce que pour commencer cette intervention, moi je vais essayer de me limiter uniquement au titre, c'est-à-dire face à la dictature d'Assad, l'enjeu des minorités. Je pourrais commencer par un aperçu historique, mais je laisse ça un peu plus tard si le temps nous le permettra. Mais je voudrais simplement au début souligner que le problème des minorités dans cette région, au Moyen-Orient, existe avant la révolution syrienne ou les révolutions arabes. Les minorités n'étaient pas dans une situation vraiment idyllique sous les régimes, ni les anciens régimes d'Égypte ou de Tunisie ou de Syrie. Enfin, la Syrie, ça n'a pas changé. Et le Liban. Je voudrais bien insister que la dictature d'Assad ne se limite pas à la Syrie. La dictature d'Assad dépasse les frontières de la Syrie. Elle arrive jusqu'en Irak, jusqu'au Liban et même un peu plus loin dans la région. Donc, quelle était la situation des chrétiens et des minorités en général, les Kurdes, les Arméniens, les Juifs, les Chaldéens, les Assyriens, etc., etc. Donc, comme disait Bernard tout à l'heure, une mosaïque de minorités. C'est vrai qu'il y avait une mosaïque de minorités, pas uniquement religieuses, mais des minorités ethniques, des minorités quantitatives, etc. Sans oublier que les minorités, parfois, prennent le pouvoir, comme en Syrie, parce que le pouvoir syrien est, après tout, un pouvoir minoritaire. Donc voilà, il faut bien faire la part des choses quand on parle de minorité. Je ne sais pas, maintenant, on met sur le tapis essentiellement les minorités chrétiennes. Notre ami journaliste syrien va nous parler justement des minorités kurdes aussi, qui ne sont pas des minorités chrétiennes. Donc la situation étant la suivante, c'est que les minorités avaient commencé à partir, à s'exiler, si vous voulez, forcés, évidemment, à partir des années 50. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas maintenant que les minorités font leurs valises. Après la révolution de Nasser en Égypte en 57 et après enfin tout ce qui s'est ensuivi, les chrétiens ont quitté l'Égypte. On a vu des vagues de chrétiens venir au Liban, par exemple, à ce moment-là. Évidemment, il y en a qui sont partis vers l'Europe ou vers les États-Unis ou aussi vers l'Australie. Et c'était pareil en Syrie. En Syrie, à partir de 63 et ensuite, plus tard, à partir de 70, quand le parti Baas a pris le pouvoir après un coup d'État, eh bien, à ce moment-là, les chrétiens aussi ont commencé à partir de la Syrie. Le Liban, bon, les chrétiens au Liban, est-ce qu'ils sont minoritaires ou pas? Je ne sais pas. Ils étaient majoritaires. Bon. Maintenant, on dit qu'ils sont minoritaires. En réalité, d'après les dernières statistiques, il y aurait trois grandes minorités au Liban, qui sont, c'est un ensemble de minorités finalement. Il y a donc les chrétiens qui représentent, d'après les dernières statistiques, entre 35 et 38%. Il y a les sunnites qui représentent 29 à 30%, et les chiites qui représentent aussi 29 à 30%. Donc, vous voyez, c'est tout à fait, enfin, c'est des minorités à peu près égales. Quel a été l'impact, enfin, ou l'influence de la dictature syrienne
par rapport aux chrétiens en Syrie et au Liban. Bon, Randa nous parlera de la Syrie, je vais me contenter de parler du Liban. Donc, le Liban a été sous occupation syrienne pendant 30 ans. En 1976, les troupes syriennes sont rentrées au Liban avec la bénédiction de certaines parties libanaises et des pays comme les États-Unis et l'Occident pour, soi-disant, maintenir la paix, c'était force de la paix. Et finalement, ils ont occupé militairement le Liban jusqu'en 2005. Donc, ça fait 30 ans d'occupation. Après avoir été délogés en 2005, après l'assassinat de Rafiq Hariri et le soulèvement de tous les Libanais. C'était une vague extraordinaire qu'on a appelée à ce moment-là le printemps de Beyrouth. Il y avait des millions, alors que le Liban compte 3,5 millions, 4 millions d'habitants. Eh bien, il y a eu presque 1,5 million qui étaient dans la rue, de tous les âges, de toutes les catégories, des jeunes, des vieux, des femmes, des enfants, etc. Et ils ont arrivé à déloger les militaires, enfin les Syriens, sans un coup de fusil et sans une bagarre. Mais après, il y a eu une domination syrienne. Ce n'était plus l'occupation, mais c'est la domination syrienne. La domination politique par le Hezbollah intermédiaire. Il faut savoir que le Hezbollah, c'est une création... Qu'est-ce que ça veut dire, le Hezbollah intermédiaire, voilà, justement? C'est l'intermédiaire de la domination syrienne au Liban. Absolument. C'est l'exécuteur, en quelque sorte, de la domination, le relais de la domination syrienne. Voilà. Et il faut dire que le Hezbollah est une création du régime iranien. Alors, donc, ce qui a fait empirer les choses dans cette région, c'est à partir des révolutions de 57 et 63 qui a ramené au pouvoir 3 dictatures. Une dictature en Égypte représentée par Nasser, une dictature en Irak représentée par Saddam Hussein et une dictature au Liban, en Syrie, représentée par les Assad. Donc les deux parties basses plus ce qui s'était passé en Égypte. Alors, quelle était déjà la première, si vous voulez, la première atteinte aux chrétiens de cette région, c'est que à chaque fois que ces chrétiens osaient, si vous voulez, émettre une opinion différente ou une opinion qui ne va pas dans le droit chemin, ils étaient immédiatement accusés d'être des traîtres, des agents de l'étranger, des agents de la CIA et des agents d'Israël. Et évidemment, il ne faut pas perdre de vue la grosse défaite des Arabes après la guerre d'Israël en 67. Et c'est à ce moment-là que tous ces régimes, pour asseoir leur dictature et pour détourner le peuple, leurs peuples, de leurs problèmes vitaux, de leurs problèmes sociaux, de leurs problèmes de liberté, avaient trouvé la Libye, le parfait alibi, c'est le combat contre Israël, ou bien la résistance et le refus. Voilà. Alors, à chaque fois, je dirais un mot, une phrase en arabe que je traduirai d'ailleurs, qui est la suivante, qui a été vraiment à un certain moment, le slogan le plus connu, c'est la sawta ya'lu fawqa sawt al-ma'raka. Il n'y a aucune voix plus haute que la voix du combat. Et le combat, évidemment, contre tout ce qui est étranger, contre l'impérialisme mondial, contre Israël, contre le colonialisme et contre le grand Satan.
parce que la révolution iranienne et l'arrivée évidemment de Khomeini au pouvoir a fait empirer les choses. Donc je reviens donc à la situation des chrétiens. Je parlerai essentiellement du Liban, parce que bon, c'est ce que je connais le mieux. Assez brièvement, oui, c'est ça, pour qu'on très puisse rapidement. faire un premier tour d'horizon et on reviendra dans les détails ensuite dans la discussion. Donc, par exemple, il y a eu depuis les années 78 des sièges et des bombardements de quartiers et de villes chrétiennes. Par exemple, Ashrafiyeh pendant 3 mois en 1978, Zahle en 1981, il y a eu l'assassinat de Bachir Jmaïl en 81, et ensuite l'exil obligé de Raymond Eddé, Amin Jmaïl et Michel Aoun, emprisonnement de Samir Jarjar, ce qui fait que les chrétiens ont été décapités de tous leurs dirigeants et en plus, ils ont été marginalisés complètement politiquement. Alors, je ne parlerai pas des séries d'assassinats, on les connaît. Il y a eu des enlèvements, même mis sur les richesses du pays. Voilà. Ensuite, depuis 1970, effectivement, le régime syrien ne laisse aux minorités d'autre choix que de passer un compromis avec lui. Voilà, soi-disant pour leur garantir la survie. En fait, c'est un régime qui ne protège que lui-même. Ensuite, bon, concernant toujours, oh là là, maintenant, bon. Vous savez, je crois que tout est dit. On peut revenir, si vous voulez, ensuite aux détails de votre exposé. Où je vois que vous avez préparé quelque chose d'extrêmement sérieux et approfondi. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de faire un premier tour d'horizon de l'enjeu des minorités. Oui, parce que là, j'ai parlé de la situation des minorités et je n'ai pas parlé des enjeux. Après la Révolution, si vous voulez, je pourrais en parler plus tard. Voilà, on va y revenir ensuite dans la discussion. Merci infiniment, Mimi Abdo, pour cette première prise de parole. Et je cède sans transition, comme on dit dans d'autres enceintes, la parole à Randa Kassis. Alors c'est vrai que Randa, vous êtes une intellectuelle engagée en Syrie, mais vous êtes aussi la présidente de l'Assemblée générale de la coalition des forces laïques et démocratiques syriennes. Vous allez quand même nous dire tout de suite de quoi il s'agit et surtout comment l'action de cette Assemblée générale s'articule avec l'enjeu des minorités dont nous avons choisi de faire aujourd'hui le fil rouge de notre réflexion sur la situation en Syrie. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous, bien sûr. Avant de parler de la coalition des forces laïques et démocratiques syriennes, peut-être je dois parler de la société syrienne. La société syrienne est composée par plusieurs minorités ethniques et religieuses. Ce qui veut dire on a une ethnie des Kurdes qui font 15% de la population syrienne, des Assyriens, oh là là, j'oublie tout. Oui, voilà, des Tcharkesses et autres, alors qu'ils font peut-être 2 à 5% à peu près. Sinon, on a des minorités religieuses, on a des chrétiens qui font 8% de la population syrienne. Nous avons des alaouites qui font 12% de la population et bien sûr, sans oublier les ismaélites, les yézidites, les druzes, etc. Bien sûr, on a aussi les mourchidites, alors qu'ils font peut-être 100 000 personnes ou 150 000 personnes, mais je veux dire, on a quand même plusieurs minorités composées de cette façon-là. Alors, on peut parler d'une minorité. Alors, si on va faire 2 blocs, il y a un bloc, ce que quelquefois les sunnites essayent de faire un bloc. Alors, et c'est ça l'erreur, moi, je trouve, parce qu'il n'y a pas un bloc sunnite, il y a un bloc des minorités. Et en faisant un bloc, évidemment, il donne un argument au pouvoir pour